Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir en mon nom et en celui de Xavier Durand, à qui je vais passer le témoin dans quelques jours. Donc nous sommes tous deux très heureux de vous accueillir à notre colloque COFAS Risque Pays 2016. Je suis cette année encore très fier de voir combien vous êtes nombreux aujourd'hui, et malgré un contexte de grève multiple qui n'a pas dû vous simplifier la tâche pour nous rejoindre. Alors comme chaque année, je vais vous commenter rapidement le programme de la journée, comme l'a dit Raphaël, et les raisons de nos choix. Alors d'abord une précision, vous le savez sans doute pas, sauf les plus anciens et les plus fidèles d'entre vous, et je sais qu'ils sont nombreux, mais ce colloque a une particularité, il fête son 20e anniversaire. C'est déjà en effet le 20e colloque depuis la création du concept en 1997. Donc en préparant ce colloque avec mes collègues, j'ai eu la curiosité de rechercher l'agenda du colloque 97. Et je l'ai trouvé, preuve déjà que l'archivage chez COFAS est à la hauteur. Alors je vais vous citer quelques-uns des sujets évoqués à l'époque, et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc c'est il y a 20 ans. Quelques sujets. Quel chemin emprunte la Russie pour réguler le chaos, puis s'en sortir? Deuxième sujet. Le prix du baril a-t-il trouvé son équilibre pour le reste de la décennie? Pour info, pour rappel, le baril à l'époque fluctuait autour de 25 $. Je vous rappelle qu'il est à un peu plus d'une trentaine de dollars aujourd'hui, après avoir dépassé 100 $. Nous y reviendrons. Troisième sujet. Les incertitudes sur le processus de paix au Proche-Orient interdisent-elles d'y faire des affaires? Quatrième sujet, quelle lecture faut-il faire des différentes contraintes ou menaces islamistes? Alors à l'époque, on faisait plutôt référence naturellement déjà à l'Iran, mais aussi à l'Algérie. Que manque-t-il en Amérique latine? Pour quelles raisons économiques la croissance asiatique pourrait-elle s'essouffler? Dans quel pays? Quels en seraient les effets? C'est intéressant, c'était il y a 20 ans. Donc le temps passe. Les mêmes problèmes, les mêmes interrogations restent d'actualité ou ressurgissent, réapparaissent. Donc, vous avez pu constater en feuilletant l'agenda de ce colloque que finalement nous allons balayer des thèmes proches de ceux d'il y a 20 ans. Même si, naturellement, attention à l'illusion d'une vision très macro et très lointaine, les experts que nous allons entendre vont nous expliquer en quoi, sous cette apparente similitude, en fait, le contexte et les enjeux ont naturellement évolué. Alors, quels sont ces thèmes? Je vais en lister un certain nombre parce que vous le savez, on est rentré dans une période qui est une période caractérisée par des crises multiples, avec des foyers divers, à la fois géographiques et sectoriels. Nous ne sommes plus, selon moi, dans cette période, je ne sais pas si elle était heureuse ou pas, mais dont la lisibilité était beaucoup plus simple et où la gestion des risques en tant qu'assureur crédit était plus lisible, si je puis dire, et plus facile. Il y avait des cycles, puis il y avait des chocs, puis il y avait des cycles, et puis il y avait des chocs, des cycles positifs. Et là, on est obligé, pour décrire l'économie, de sauter d'une région à l'autre et d'une problématique à l'autre. Alors c'est ce que je vais faire rapidement. Commençons par l'Europe. Alors c'est le must, l'Europe, c'est le sujet incontournable qui chaque année suscite son lot de questions. Là aussi, je vais beaucoup faire référence au passé, mais c'est intéressant de voir ce que nous avons abordé au fil de nos colloques. Alors en 2009, nous demandions si les entreprises européennes résisteraient à la crise. C'est effectivement le sujet du moment. 2 ans plus tard, 2011, la question posée était reprise ou recrise en Europe. On a la réponse. En 2012, l'Europe va-t-elle résoudre sa crise souveraine? Là encore, jusqu'à présent, on a la réponse. En 2013, comment la zone euro peut-elle croître durablement? Et enfin, l'année dernière, rappelez-vous, l'accent était mis à la fois sur les risques de déflation et le rôle joué par les PME dans la reprise européenne. Vous voyez toujours beaucoup de questions sur l'Europe, et à travers ces questions, on constate, il y a deux constats évidents à faire. D'abord, l'Europe est un sujet permanent d'interrogation. Voilà. Et je pense que ça va durer encore un certain temps. Et ensuite, la tonalité de ces interrogations reste toujours en mode mineur, pour reprendre une image musicale, parce qu'on pourrait s'interroger sur des événements positifs et essayer
de prévoir à quel niveau ces événements positifs vont nous porter. Mais non, quand vous regardez la liste de toutes ces interrogations, elles sont en mode mineur, elles sont à tonalité plutôt négative, et elles pointent toujours du doigt des insuffisances ou des fragilités en tout genre. Alors, soit économique, la croissance en Europe, soit politique, le périmètre européen, la gouvernance européenne, soit juridique, la libre circulation des biens naturellement, mais aussi en ce moment des personnes. Alors cette année, hélas, nous resterons dans la même tonalité mineure. Certes, du point de vue économique, il y a des signes d'embellie, mais l'édifice européen montre des signes de fissures. Et ces fissures se sont multipliées en 2015. Alors j'en rappelle quelques-uns, parce que le temps passe tellement vite que même 7 mois écoulés semblent 7 ans. La recrudescence de la crise grecque avec son point d'orgue un certain dimanche 5 juillet de l'an dernier, l'annonce par David Cameron de la tenue d'un référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne, la crise des migrants, naturellement, à partir de l'été, qui ouvre des interrogations sur l'espace Schengen et la capacité de certains pays comme l'Allemagne à résister économiquement et politiquement à cet afflux, et puis les questions récurrentes sur l'avenir de la zone euro et la nécessité d'un gouvernement européen. Donc autant de thématiques qui vont être débattues lors de notre table ronde sur l'avenir de la construction européenne. Avenir de la construction européenne, qui est une question qui restera sans doute ouverte, malgré la pertinence sans doute des commentaires de nos experts, pour quelques années encore. Alors, autre sujet important, le pétrole. Le pétrole et son prix bas pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, car nos économies, en particulier en Europe, en bénéficient. Et pour le pire, car les pays exportateurs, et non des moindres, le secteur pétrolier et tout son environnement de sous-traitants, et les énergies alternatives, schiste, solaire, éolien, en souffrent. Qui anticipait en effet il y a 18 mois, donc mi-2014, que le cours du baril de Brent, qui dépassait les $100, rappelez-vous, serait aux environs de 30 $ aujourd'hui. Alors peut-être certains des spécialistes que nous entendrons tout à l'heure, nous leur poserons la question, mais cette question en rejoindra d'autres que nous leur poserons également par l'intermédiaire de Raphaël. S'agit-il d'une tendance durable ou doit-on s'attendre à un rebond des prix cette année? S'il n'y a pas de rebond, quelles seront les conséquences de ces prix bas pour les entreprises, à la fois du secteur de l'énergie, mais aussi des autres filières? Et sujet important, qu'en est-il du retour probable de l'Iran sur la scène internationale? Cela va-t-il changer la donne? Et si oui, dans quelle proportion? Alors l'Iran, et plus généralement le Moyen-Orient, c'est le troisième sujet. C'est une région instable, et s'il y en a une qui est instable, c'est bien celle-ci, et depuis plusieurs années ou décennies. Et comme dans le cas de l'Europe, ce n'est pas la première fois que nous traitons cette région dans le cadre du colloque. Rappelez-vous, il y a 2 ans, Gilles Kepel nous avait fait déjà l'amitié de venir nous en parler. Mais depuis lors, beaucoup de bouleversements ont eu lieu, conduisant à de nouvelles interrogations qui étaient déjà en germe, que nous sentions déjà chez COFAS. J'en cite quelques-unes que vous devez sans doute partager. Quels seront les effets de la chute des prix du pétrole sur les pays de la région elle-même, et y compris pour l'Arabie saoudite? Quelles seront les implications géopolitiques sur cette sous-région de l'accord avec l'Iran, récemment conclu? Quelle stratégie politique pour l'Arabie saoudite, donc économique mais aussi politique? L'Arabie saoudite devient un pays d'enjeux forts. Quelle perspective politique en Syrie, en Libye, en Irak, tout pays où Daesh s'est implanté? Et quid de la tension persistante, mais qui s'intensifie entre sunnites et chiites? Toute question qui révèle d'ailleurs au sein de cette région l'imbrication absolument passionnante entre l'économique, le religieux et le politique, nous le verrons tout à l'heure.
Alors, s'il n'y avait que cette région parmi les émergents qui était source d'interrogation, ça serait formidable. Mais hélas, cette région au sein des émergents n'est pas la seule. On peut même dire aujourd'hui que c'est l'ensemble de la zone émergente qui est fragilisée, qui est en situation réelle ou potentielle de crise, sinon totalement, en tout cas dans une large proportion. Alors on peut l'illustrer très facilement. Je vous rappelle un concept qui a été créé au début des années 2000 par Goldman Sachs, le concept de BRICS, qui regroupait d'abord 4 pays et puis quelques années plus tard un 5e, BRIC passant au pluriel, en référence. Ces pays avaient été sélectionnés en référence à leur taille importante, à leur influence mondiale et régionale, et à l'époque, et cela faisait rêver, à leur fort potentiel de croissance. Pour vous donner une idée de ce à quoi ces pays correspondent en termes de part de PIB, ils représentent un peu plus de la moitié du PIB des émergents, donc 5 pays, donc en particulier les 4 premiers, représentent un peu plus de la moitié du PIB des émergents, et les émergents eux-mêmes représentent 44%, donc un peu moins de la moitié du PIB mondial. Donc là, on parle de 25%, un quart, grosso modo, du PIB mondial. Donc vous comprenez combien l'état de santé de ces 5 pays est déterminant pour celui de l'économie mondiale. Or, aujourd'hui, force est de constater que au sein de cet acronyme, seule la voyelle se porte relativement bien. Donc la voyelle, c'est l'Inde. Quant aux 4 consonnes, elles sont en crise. Voilà. Donc c'est une façon assez simple de résumer la situation mondiale. Elles sont en crise. Le Brésil est dans une crise profonde, nous allons y revenir. La Russie n'est absolument pas sortie de l'auberge, pardon de parler vulgairement. La Chine s'enfonce progressivement dans la crise. Et l'Afrique du Sud, on en parle peu parce qu'elle n'a pas une dimension si importante à l'échelle mondiale, mais l'Afrique du Sud souffre des mêmes syndromes d'ailleurs que ses collègues de la catégorie depuis longtemps. Non, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est regarder, scruter plus précisément 2 d'entre eux. La Chine tout d'abord. Bon, okay. La Chine qui focalise désormais toutes les attentions, qui est le sujet de toutes les discussions professionnelles pour tous ceux qui travaillent à l'export, et vous en êtes de dignes représentants. Déjà l'année dernière, vous vous rappelez, à la même époque, je vous avais annoncé et ça avait été confirmé par les experts de la table ronde, que le risque entreprise en Chine entrait dans une zone dangereuse, les entreprises chinoises devenant de plus en plus fragiles. Et d'ailleurs, encore une fois, la table ronde l'avait confirmé en nous aidant à décrypter à la fois, c'était très intéressant, les signaux économiques, mais aussi les signaux politiques émis par le Parti communiste chinois, vous en rappelez. Alors depuis lors, la situation a continué à se dégrader. Les surcapacités se sont amplifiées dans des secteurs déjà surcapacitaires comme la métallurgie. La chimie, la construction sont également touchées. La dette des entreprises chinoises a considérablement gonflé, sous forme de crédit bancaire, mais aussi via un shadow banking à la taille d'autant plus préoccupante qu'il se pratique à des taux usuraires et que le gouvernement chinois a du mal à juguler. Et puis les coûts du travail augmentent vivement, pénalisant des secteurs entiers comme le textile, par exemple. Alors, la prise de conscience sur la situation chinoise a nécessité presque 1 an, et c'est intéressant de le constater. La preuve en est d'ailleurs que la forte volatilité des marchés actions en Chine l'été dernier et en ce début d'année l'illustre en fait. En fait, ces marchés n'avaient pas encore tout simplement totalement à 100% intégré ce diagnostic d'une nouvelle donne chinoise et le réalisaient tout à coup, malgré d'ailleurs tous les signaux, toutes les émissions en fine-tuning émises par le gouvernement chinois depuis 2 ans, parce que ça fait 2 ans que le gouvernement chinois
nous explique à sa manière que les choses sont en train de se transformer et que le paradigme change en Chine. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de regarder la Chine à nouveau, je crois que beaucoup a été dit, mais c'est d'aller au-delà de ce ralentissement chinois, qui est maintenant une réalité avérée, pour nous interroger sur son caractère potentiellement contaminant pour le reste de l'Asie, avec des questions telles que tous les pays en Asie seront-ils affectés, ou d'autres s'en tireront-ils bien du fait de leur spécificité particulière, quels seront les grands perdants, certains seront-ils immunisés, et puis ces changements économiques auront-ils des conséquences géopolitiques dans la région. Et la table ronde du début de l'après-midi nous permettra de voir un peu plus finement ce qu'il en est. Enfin, on ne peut pas terminer ce tour du monde sans nous arrêter une fois encore en Amérique latine, confrontée elle aussi à de nombreux défis. Alors, qu'y a-t-il de supplémentaire ou de nouveau par rapport à l'année dernière? Alors là, d'abord la fin du boom des matières premières, qui pénalise à des degrés divers la plupart des pays de cette région. Les matières premières sont différentes d'un pays à l'autre, mais ces pays sont des grands exportateurs de matières premières et les événements sur le marché des matières premières les impactent négativement très fortement. Les problèmes de gouvernance récurrents, la pénurie d'infrastructures chroniques et en conséquence une grande vulnérabilité des entreprises que nous, assureurs crédit, voyons tous les jours sur le terrain et là, je dois dire, un peu aussi dans nos comptes. Alors, le Brésil reste un sujet dominant au sein de cette région, empêtré qu'il est à la fois dans une profonde récession et dans une crise politique, alors même que la destitution de Dilma Rousseff n'est plus une question taboue. Donc nous reparlerons de tout ça cet après-midi. Donc voilà le tour du monde que je vous propose de faire aujourd'hui. Un tour du monde au sujet duquel, vous le constatez, j'ai déjà égrené pour 2016 en quelques minutes une multitude de risques en tout genre, politiques, sociaux, économiques, financiers, risques dont, et ça nous frappe chez Coface, le nombre, la variété, l'impact potentiel semble croissant au fil des années. C'est un peu ce que je disais au début, on a l'impression de multiples foyers. Et encore, je me limite à l'assurance crédit, je me limite à la sphère qui est à l'intérieur de notre compétence. Comme s'il y avait là à l'œuvre un phénomène en profondeur d'expansion des risques. Donc c'est un sujet qui nous a semblé très intéressant. Est-ce le cas? Est-ce que ce phénomène n'est qu'une impression ou est-ce une réalité? Eh bien, ces sujets que nous allons avoir le plaisir d'entendre maintenant, Monsieur Denis Kessler nous ayant fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Alors Denis, je ne vous apprends rien, et depuis 2002 président-directeur général de SCOR, grand groupe mondial français de réassurance, numéro 5 pour l'instant, groupe qu'il a brillamment redressé et développé, prouvant ainsi ce qu'il sait, ce que risque et gestion du risque veut dire. Donc je lui passe donc la parole, sans attendre. Denis, si tu veux bien me rejoindre à la tribune, tandis que je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque 2016. Merci de votre attention.